Il n'est pas 2 heures du matin à Palm Beach, rien n'est officiel encore. Et puis la chaîne Fox News annonce la victoire. Donald Trump will become the 47th president of the United States. Une marée rouge. Dans la salle bondée, les supporters républicains ne se retiennent plus. C'est une explosion de joie. Les supporters de Trump exultent, ils se prennent dans les bras, ils se prennent en photo, ils lèvent le poing, tout ça dans une forêt de drapeaux et de casquettes rouges. Nous avons récupéré notre pays, voilà ce qu'on entend beaucoup dans cette foule. Il l'a fait encore, c'est un véritable héros américain. Ladies and gentlemen, des centaines de téléphones sont braqués sur la scène. Donald J. Trump, First Lady Melania Trump, and the Trump family, accompanied by Vice President-elect. En coulisses, cette photo personnelle prise par Eric, son fils. Moment intime, dans le miroir, on aperçoit sa fille, Ivanka. La famille, autour du patriarche qui jette un dernier coup d'œil sur son discours dont il se détachera très vite. Puis, il s'avance avec sa femme, main dans la main, sur la musique qui l'a accompagné pendant toute sa campagne. Donald Trump, l'ancien paria, a réussi son pari. Il y a quelques mois, il était reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Le repris de justice est à nouveau président des États-Unis. Alors, sur scène, il savoure ce moment historique. C'est une victoire politique et c'est du jamais vu dans notre pays. Alors je voudrais remercier le peuple américain pour l'honneur qu'il me fait d'avoir été son 45e président des États-Unis, puis le 47e. Et je dis à chaque citoyen que je vais me battre pour vous, votre famille et votre futur. Je vais me battre chaque jour, avec tout mon souffle, et je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que nous ayons rendu l'Amérique forte, sûre et prospère, que nos enfants méritent. Et on va faire en sorte que ce mandat soit un véritable âge d'or pour les États-Unis. Donald Trump semble apaisé. Repense-t-il à ce 4 novembre 2016 où pour la première fois, il est élu président? Je prends l'engagement devant tous les citoyens de ce pays d'être le président de tous les Américains. Comme en 2016, il s'affiche avec sa famille, le clan, l'union sacrée. Ses fils, dont le dernier a bien grandi. Ses filles, sa belle-fille et surtout sa femme Melania, absente pendant la campagne, dont il ne lâche pas la main. Une demi-heure sur scène, Donald Trump n'a pas besoin de transition pour incarner la fonction présidentielle. Il l'a dans la peau. C'est un discours qui n'était pas si triomphaliste que ça et on aurait pu s'attendre à ce que Donald Trump continue de jouer un peu les extravagances. Mais là, il a été, au cours de cette soirée, plutôt présidentiel. On sent bien qu'il a pris conscience de la responsabilité qui lui incombe. Et il n'y a pas non plus dans ce discours de volonté de revanche. Il en appelle au rassemblement des Américains, il veut être le président de tous les Américains. Il n'y a plus ce côté un peu sombre, vengeur qu'il avait pendant tout le long de la campagne. La volonté du peuple s'est exprimée. Et qui mieux que son colistier J.D. Vance pour raconter ce retour fracassant? Je crois qu'on peut parler du comeback le plus incroyable des États-Unis d'Amérique.
En fait, ça faisait des semaines que les yeux sur les sondages, on pensait que cette course à la Maison-Blanche serait très serrée. Ben non, ça a été une vague rouge, une vague républicaine quasiment sans précédent, avec au niveau du vote populaire plusieurs millions de voix d'avance sur Kamala Harris. Ça n'a pas été une victoire, ça a été un triomphe de Trump et qui pour le coup était totalement inattendu. Pour tous ses supporters, comme ici en Floride, c'est la joie. Avec plus de 300 grands électeurs, la carte se couvre de rouge. Donald Trump arrive même à remporter quasi tous les États clés. C'est la bascule. Ce matin à 6 h, je me suis réveillé. J'ai allumé la télévision pour regarder Real America's Voice. Et ils ont dit que Trump avait gagné. La première chose que j'ai faite, c'est de pleurer de bonheur. Nous avons gagné. C'est un poids qui s'est envolé de mes épaules. Je suis en paix, je suis heureuse. Parce que maintenant, je vois un avenir. Je vois que je peux faire la fête. Et je vois que quelque chose de bien va se produire dans les 4 prochaines années. De bonnes choses se préparent, de bonnes choses arrivent. Que vous ayez voté pour lui ou non, vous le verrez. Vous verrez un changement dans ce pays. Et je l'espère dans le monde. Qu'il arrive à décrocher quasiment la totalité des États pivots et surtout qu'il réussisse à avoir le vote populaire, ce qui lui avait manqué en 2016, 4 millions à peu près de voix, ça c'était extrêmement inattendu. Mais ce qui est aussi totalement inattendu, c'est la défaite de Kamala Harris, puisqu'elle perd 13 millions de voix par rapport à Joe Biden en 2020. Pour le camp adverse, c'est donc l'humiliation. Cette soirée d'élection que les partisans de Kamala Harris pensaient fêter tourne au cauchemar. Good evening, Howard. Good evening. Il est minuit 45 à Washington. Le directeur de campagne sort de l'université de Howard et annonce que la candidate démocrate ne s'exprimera pas. L'ambiance change du tout au tout. Énorme déception, on a vu des milliers de personnes qui étaient présentes à l'université de Howard ce soir-là, qui sont passées vraiment du sourire et de l'enthousiasme au néant, à l'absence d'expression. On les a vus quitter l'université très très rapidement, en moins de 2 minutes, tout s'est vidé. Et il y a un parallèle, un contraste intéressant, c'est qu'au début de la soirée, c'était très facile pour nous de leur poser des questions et de leur demander comment ils se sentaient. Et à partir du moment où le directeur de campagne de Kamala Harris annonce qu'elle ne va pas sortir pour s'exprimer, la patatras, tout s'effondre. Dans un silence pesant, les sièges VIP sont vides et le pupitre de Kamala Harris presque planqué à l'abandon. Ici, la lumière s'est éteinte. D'un coup, un chaos net. On a travaillé très très dur et je suis vraiment déçue par le résultat. Vous savez, c'est un jour difficile quand on est américain aujourd'hui. Il est décevant de perdre quelque chose pour lequel on a travaillé si dur, quelque chose que vous aimez, et pour ce beau pays que vous aimez. Mais je suis heureux que nous vivions dans un pays où nous pouvons choisir nos dirigeants. Et même si vous ne gagnez pas toujours en démocratie, c'est décevant. C'est difficile, mais au moins, nous vivons dans un pays où nous pouvons le faire. Une défaite cuisante qui tranche avec la victoire éclatante de Donald Trump, qu'on disait pourtant fini en 2020 à la fin de son premier mandat. Mais lui, comme ses partisans, n'ont jamais accepté sa défaite. Il a été animé pendant 4 années, d'abord par ce refus de reconnaître sa défaite, et ensuite par sa soif de revanche. Il voulait revenir à la Maison-Blanche et montrer qu'à ses yeux, on lui avait volé l'élection de 2020. Donc il est animé par ça. Il est animé par une force politique absolument incroyable. Il suffit de se souvenir des images du 13 juillet à Butler, en Pennsylvanie, la première tentative d'assassinat, où il ressort, où il se relève
alors qu'une balle vient de le toucher à l'oreille et qu'il a un point rageur disant « fight, fight, fight ». Et c'est vrai qu'il a ça en lui, cet instinct politique, cette force presque physique, cette volonté d'aller toujours au combat. La revanche pour moteur. Malgré les sondages, malgré les inculpations, les condamnations et les 2 tentatives d'assassinat, Donald Trump est revenu. President Donald J. Trump. Une campagne très éprouvante, très agressive. Le milliardaire rend impossible la culture du débat. Entre lui et le président Joe Biden tout d'abord, puis entre lui et Kamala Harris. C'est un échange d'insultes. Elle n'est pas intelligente. Elle a un QI très bas. J'ai jamais vu quelqu'un avec un QI aussi bas. Est-ce qu'elle boit? Est-ce qu'elle se drogue? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Elle est bête comme ses pieds. Et vous ne méritez pas ça. Donald Trump n'est pas quelqu'un de sérieux. Il devient de plus en plus instable. Si la candidate démocrate se défend, rend les coups, s'entoure de vedettes comme Oprah Winfrey, elle ne fait pas le poids. Donald Trump est dans l'outrance, dans le déraisonnable. Lui fait venir dans ses meetings le catcheur Hulk Hogan. Ça suffit, je le dis. Il faut la Trump-mania partout dans le monde. Qu'elle dirige à nouveau le monde, que la Trump-mania rende sa grandeur à l'Amérique. Make America great again. Trump, une bête de scène. Trump, c'est un personnage, un objet politique hors norme. Il a de la chance, il a du flair, il a du vice. C'est le roi de la belle. C'est un type qui échappe, par son côté hors norme, à beaucoup de règles. Les règles de la décence, mais aussi les règles qui régissent l'univers politique. C'est un clown qui est le roi de la distraction, le roi de la provocation. Ça fait que c'est un adversaire absolument redoutable parce qu'on ne sait jamais exactement sur quel pied danser face à lui. Un clown, mais au-delà de ça, l'ancien animateur de télé-réalité joue sur les peurs, comme lors de son seul débat avec sa rivale. À Springfield, les migrants mangent des chiens, ils mangent des chats, ils mangent les animaux domestiques de ceux qui vivent là-bas. Il va foncer dans une radicalité qu'on lui a rarement connue, y compris en 2016 lors de sa première campagne victorieuse. Il va vraiment multiplier les infox, les insultes, une violence rhétorique rarement égalée, peut-être d'ailleurs inédite dans l'histoire des campagnes états-uniennes. Et à côté de ça, on va aussi noter que le paroxysme de cette campagne violente, entre guillemets, c'est le meeting du Madison Square Garden. Il est chez lui à New York, dans une salle mythique, il veut faire une démonstration de force. Et à la tribune vont se succéder des intervenants qui vont multiplier les blagues racistes, les insultes sexistes, une violence vraiment inouïe. Parce que si vous rapportez 100 millions de votes à cet homme, vous envoyez ce doigt aux élites. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a littéralement une île flottante d'ordures au milieu de l'océan en ce moment. Oui, je crois qu'elle s'appelle Porto Rico. À ce moment-là, Donald Trump effectivement, risque peut-être de perdre par exemple le vote portoricain, latino, après les insultes dont certains de ses soutiens ont été les auteurs. Et en fait, il faut croire que non, l'histoire lui a priori donné raison. Inconditionnel, sa base le suit et croit en lui. N'est-il pas l'élu, puisqu'il a échappé à la mort pour son pays? Le miraculé se transforme en candidat messianique et se fait bénir par les évangélistes.
Nous t'aimons, Jésus, et nous aimons aussi notre pays. Merci de le protéger. Dieu, garde-le entre tes mains. Beaucoup de gens m'ont dit que Dieu a épargné ma vie pour une raison particulière. Et c'est pour sauver notre pays et que l'Amérique puisse renouer avec la grandeur. Et maintenant, c'est la mission que je vais exécuter avec vous. Il a tout sacrifié pour nous. Il a reçu une balle dans la tête, une deuxième tentative d'assassinat. C'est un milliardaire, il n'a pas besoin de faire ça. Il le fait pour nous protéger tous, même ceux qui ne pensent pas en avoir besoin. Il croit aussi en sa bonne étoile. C'est un winner qui, dit-il, veut faire gagner les autres. Alors, il se donne au peuple, enchaîne meeting sur meeting, 901 réunions électorales. Et il s'entoure, sur cette photo de famille, dans les salons du Convention Center, le soir de la victoire. À droite, un invité s'est glissé, Elon Musk. Pour lui, c'est la consécration. Elon Musk, c'est vraiment le nouveau membre de la galaxie Trump, un proche parmi les proches. Il est à Mar-a-Lago la nuit de l'élection. Il regarde avec Donald Trump les résultats, il les analyse ensemble. Et c'est même finalement Elon Musk qui annonce la victoire de Donald Trump dans ce tweet où il dit « Je set et match ». Il a investi des millions dans cette campagne avec sa loterie. Il a mobilisé le camp républicain. Il y croit à cette victoire depuis le début. Des personnalités et un électorat, 74 millions de voix, 4 millions de plus que Kamala Harris. Pour sa troisième campagne, il est allé au-delà de sa base traditionnelle. Trump, c'est le premier républicain à remporter le vote populaire depuis 20 ans. Ça veut dire qu'il y a nettement plus d'Américains qui ont voté pour lui que pour Kamala Harris. Donc en réalité, les électeurs de Trump aujourd'hui couvrent un spectre très très large de la population. 45% des latinos, des jeunes noirs américains, beaucoup de jeunes aussi qui se sont ralliés derrière la candidature et certainement aussi le discours assez masculiniste, assez viriliste de Donald Trump. L'Amérique profonde contre les élites. Et pourtant, Donald Trump est un milliardaire qui a décidé de se connecter au peuple. Pour lui, 2024 est une nouvelle page, une nouvelle histoire. Il va falloir attendre les prochains jours, en tout cas jusqu'à la mi-janvier, pour voir effectivement de qui il s'entoure, quels sont les personnages les plus fidèles, les plus loyaux qu'il garde avec lui. Ce que l'on sait, c'est que tous les autres, tous ceux qui ont servi son administration entre 2016 et 2020, eh bien ceux-là sont renvoyés, sauf ceux qui ne l'ont pas trahi, sauf ceux qui ont reconnu qu'il avait gagné en 2020. Tous ces personnages-là vont rester. Le 20 janvier prochain à midi, heure de Washington, Donald Trump marchera sur Pennsylvania Avenue, comme en 2016 pour aller prendre possession du bureau ovale. Cette élection, qu'on avait présentée comme un référendum pour ou contre Trump, s'est soldée par une victoire écrasante. Le Trump 2024 est sans doute plus fort, plus puissant qu'il y a 8 ans.